Le Premier ministre préside la réunion du comité interministériel chargé du suivi régulier de la mise en œuvre du programme élargi du président de la République. L'Assemblée nationale examine et adopte le projet de loi portant un règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2019 et le projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électroniques. Le ministre de la Santé consacre une visite à l'équipe de cardiologues saoudiens à l'œuvre depuis quelques jours au Centre national de cardiologie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud a présidé aujourd'hui une réunion du comité interministériel chargé du suivi régulier de la mise en œuvre du programme élargi du président de la République. Cette réunion a été l'occasion pour le comité de faire un point sur le niveau d'avancement général des activités et composantes du programme, de passer en revue et examiner l'ensemble des difficultés rencontrées par les départements dans le cadre de la mise en œuvre du PROPEP. Le comité interministériel s'est félicité du grand avancement du programme depuis sa dernière réunion. Il a constaté dans ce cadre le lancement de beaucoup d'activités parmi les plus importantes du programme, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Par ailleurs, une dynamique nouvelle s'est installée, ce qui a permis de venir à bout de plus grandes difficultés qui entravaient le bon déroulement de certaines activités, notamment en matière de procédure, de décaissement et de passation des marchés. À la fin de la réunion, le Premier ministre a engagé les ministres à redoubler d'efforts pour accélérer encore davantage l'exécution du programme et permettre ainsi la réalisation diligente des engagements du président de la République, Mohamed Boucher Al-Ghazouani, à la satisfaction de nos populations. Il leur a rappelé les orientations permanentes du président de la République relatives au respect strict de la qualité des réalisations, de l'implication des citoyens et de la société civile, ainsi que de la nécessité de la communication autour des différents aspects du programme du président de la République. L'actualité parlementaire marquée ce mardi 8 juin 2021 par deux séances plénières consacrées respectivement à l'examen et à l'adoption du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2019 et le projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électronique. Le gouvernement a été représenté à ces deux plénières par les ministres des Finances, Mohamed Lamine Ould Dehbi, et des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane. C'est un compte rendu de Mohamed Khattat. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui deux plénières, dont la première était consacrée au projet de loi portant un règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2019. La séance qui a été tenue sous la présidence de M. Cheikh Ould Baye, président de l'Assemblée nationale, a révélé que ce projet définitif du budget de l'État pour l'année 2019 a fixé le cadre général de l'exécution du budget, les recettes et dépenses de toute nature, les comparant avec les prévisions du budget initial. Le projet de loi portant un règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2019 a indiqué que les recettes au cours de cette année s'élevaient à 58 milliards 901 millions 568 104,2 nouvelles ouguiyas et que les dépenses étaient de 47 milliards 836 millions 692 003,4 nouvelles ouguiyas. L'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi précité permet au gouvernement de mesurer les performances de ses services, de contrôler son action en termes d'efficacité dans le recouvrement des recettes et dans les procédures d'exécution des dépenses et d'apprécier l'efficience dans la réalisation des programmes visant à améliorer les conditions de vie des citoyens dans le cadre d'une gestion transparente et rationnelle des ressources publiques. Le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould Dehbi, a évoqué dans son intervention devant les députés l'importance du projet de loi de règlement
définitif du budget de l'État pour l'année 2019 et la clôture définitive des comptes de ce budget, soulignant que ce projet de loi fait une présentation claire des différentes rubriques dans ce budget qui ont été exécutées et les compare aux prévisions initiales. Le ministre n'a pas manqué d'indiquer que l'adoption par l'Assemblée nationale de ce projet de loi portant un règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2019, même s'il donne un quitus au gouvernement pour cette année, que cela n'acquitte pas les comptables et les ordonnateurs de budget de leurs responsabilités individuelles. De leur côté, les députés ont souligné dans leurs interventions leur souci de mettre en œuvre la loi organique régissant les lois de finances, notamment en respectant les délais de mise en œuvre de ces dispositions, ce qui faciliterait le suivi des dépenses. Les députés ont également recommandé de prendre en compte les observations de la Cour des comptes, de fixer un calendrier pour leur mise en œuvre et de revoir le système de recouvrement en vue d'améliorer sa rentabilité et la qualité des prévisions en matière de recettes et de dépenses en tenant compte de la réalité du tissu économique de l'État. La seconde plénière était dédiée à un projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électronique. Un projet de loi qui comprend 112 articles répartis en 4 sections. La première section donne une définition générale des objectifs du projet de loi. La deuxième passe en revue les services et moyens de paiement électronique. La troisième donne une définition des prestations des services de paiement et des systèmes et des lois auxquels ils sont soumis. Et la quatrième section fournit une définition des exportateurs de monnaie électronique et des contrôles et procédures régissant leur travail. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a indiqué que l'adaptation de la Mauritanie à ce qui se fait dans le monde fait partie des défis auxquels nous faisons face, dit-il. Notre pays accuse un grand retard dans ce domaine de paiement électronique et ce projet de loi vise à combler ce retard. Il a expliqué dans son intervention devant les députés que le projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électronique est abrogé et remplacé par l'ordonnance numéro 036/2006 relative aux outils de paiement et aux opérations de commerce électronique et qu'il complète et actualise le cadre juridique de paiement prévu par la loi numéro 022/2018 relative aux transactions électroniques et la loi 037/2018 relative au système national de paiement. Pour leur part, les députés ont apprécié dans leurs interventions la présentation du projet de loi relatif aux services et moyens de paiement électronique, estimant qu'il contribuera à sécuriser davantage les transactions financières. Ils ont appelé à améliorer les performances des banques opérant dans le pays et à en faire des institutions financières qui contribuent efficacement au financement des projets et à l'activation du développement local. Une équipe médicale de cardiologues saoudiens procède depuis quelques jours à des opérations chirurgicales au profit d'enfants souffrant de complications cardiaques. Une entreprise qui entre dans le cadre des activités que le Centre national de cardiologie a l'habitude d'organiser avec ses partenaires. Plus de détails avec Bokar Baylaba. Une trentaine d'enfants ont subi des interventions de chirurgie cardiaque et du cathétérisme à la faveur des compétences d'une mission médicale saoudienne. Les enfants opérés ont reçu sur le lit d'hospitalisation la visite du ministre de la Santé Sidi Ould Zahaf en compagnie de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, son Excellence M. Hozza Ben Zain Ben Dawi Al Mutairi. Sur place, le ministre et la délégation ont été édifiés sur le déroulement du travail et la nature des interventions prodiguées pour des enfants mauritaniens qui souffrent de cardiopathies. Au terme de la visite, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a salué le travail effectué par la mission médicale saoudienne. Il a en outre loué l'apport du centre du roi Salman Ben Abdelaziz pour le secours et les actions humanitaires à la réalisation de ces interventions et la formation de certains membres du personnel soignant du Centre national de cardiologie. De son côté, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, son Excellence Hozza Ben Zain Ben Dawi Al Mutairi, a indiqué que cette initiative concrétise la volonté des dirigeants des deux pays frères de développer les relations de coopération bilatérale.
Il a rassuré que la mission formera les praticiens du Centre national de cardiologie et restera en Mauritanie le temps nécessaire pour le traitement de tous les patients qui le nécessitent. Grâce à de nombreux progrès technologiques, la chirurgie cardiaque permet aujourd'hui de traiter de nombreux problèmes cardiaques, artérioectomie, cardioversion, pontage coronarien, chirurgie valvulaire, entre autres. C'est une mission qui a double composante. Une mission de chirurgie cardiaque pédiatrique qui soigne les enfants malades de malformations cardiaques. Et nous avons commencé depuis le vendredi et jusqu'à présent nous avons opéré 17 patients avec de très bons résultats. Le deuxième volet de cette mission consiste à faire de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire à faire de la chirurgie cardiaque chez des adultes, sans avoir à recourir à ouvrir la cage thoracique. C'est une technique très développée et que nous faisons avec l'aide d'un expert dans le domaine, Dr Othman, qui est venu spécialement pour ça. Et jusqu'à présent, nous avons opéré 2 patients avec un bon résultat et nous prévoyons d'opérer aujourd'hui 2 autres et nous le souhaitons prompt rétablissement. Je saisis l'occasion pour remercier les organisateurs et nos amis de l'Arabie saoudite. Au-delà de son apport médical, la mission saoudienne permet aussi aux praticiens mauritaniens du Centre national de cardiologie de bénéficier d'une grande expertise dans le domaine d'intervention de chirurgie cardiaque. Je dirais que cette mission était d'une importance capitale pour le Centre national de cardiologie parce que c'est une mission qui a un double objectif. D'abord, fournir le matériel nécessaire pour la réalisation de certaines procédures de cardiologie interventionnelle pédiatrique, mais aussi la transmission de compétences et la formation locale des spécialistes dans ce domaine. Donc jusqu'à présent, c'est le 4e jour de la mission. On a déjà fait plus de 30 malades. Aujourd'hui, on a déjà fait 3 malades et il nous reste 7. Chaque jour, on fait 10 malades, 10 opérations. Et ça se passe très bien. Beaucoup de bons matériel et que bien sûr nous devons après le fournir nous-mêmes pour pouvoir faire les cas urgents si nécessaire. Pour rappel, la mission médicale saoudienne est organisée dans le cadre de la coopération entre le Centre du roi Salman Ben Abdelaziz pour le secours et les actions humanitaires, la Ligue islamique mondiale et le Centre national de cardiologie. Le ministre de la fonction publique et du travail, Kamara Saloum Mohamed, a saisi l'opportunité de la 109e session de la conférence internationale du travail réunie aujourd'hui à Genève pour parler des réformes engagées par notre pays dans le domaine du travail forcé. Le ministre a également fait mention de la mise en place d'un conseil national de dialogue social. Mohamed Khattat. Dans le cadre de la participation de notre pays à la 109e session de la conférence internationale du travail, dont les travaux ont débuté aujourd'hui à Genève par visioconférence, le ministre de la fonction publique et du travail, M. Kamara Saloum Mohamed, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que la Mauritanie s'est fortement engagée dans les réformes visant à assurer l'équité et la justice sociale dans l'accès à un travail décent. Au nom du gouvernement de mon pays, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence de la présente session de la conférence qui, à n'en plus douter, connaîtra un franc succès. La thématique de cette session, centrée sur le rapport du directeur général et relative au thème de travail au temps de la Covid-19, est particulièrement important pour nos pays dans un contexte de pandémie mondiale et d'interrogation légitime sur l'avenir de l'humanité. Permettez-moi, Monsieur le Président, de féliciter M. Guy Ryder, directeur général du BIT, pour la pertinence de son rapport et la justesse des pistes qu'il y pose. La Mauritanie, dans ce contexte spécifique, caractérisé par des défis majeurs et multiples, s'est fortement engagée dans des réformes visant à assurer l'équité et la justice sociale dans l'accès à un travail décent. Les engagements de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, consignés dans son programme électoral pour la période 2019-2024, mis en œuvre par le gouvernement de son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, concorde parfaitement avec les axes du rapport du directeur général. Mesdames, Messieurs, malgré le contexte particulier, notre département a pu réaliser d'importantes actions inscrites dans notre plan d'action
en accordant une priorité à la garantie des droits fondamentaux au travail et spécifiquement au profit des travailleurs susceptibles de précarité. C'est ainsi que le projet de lutte contre le travail forcé, communément connu par Bridge, mis en place grâce à l'appui du BIT, continue d'être mis en œuvre à travers d'importantes actions de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités au profit des populations cibles. Le plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants, PANETRIM, fera l'objet d'une évaluation pour en fixer les nouvelles orientations. Le renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail a bénéficié d'une attention particulière afin d'assurer une application rigoureuse de la législation du travail. La mise en place d'un Conseil national du dialogue social rénové qui sera opérationnel dans les prochains mois. La représentativité des organisations syndicales sera mise en œuvre très prochainement par l'organisation des élections professionnelles pour lesquelles nous avons demandé l'assistance du BIT pour enclencher le processus. L'amélioration continue des prestations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale qui couvre désormais l'ensemble du territoire national. L'amélioration des prestations de l'Office national de la médecine du travail et la réorientation de ses missions à plus de prévention. Je ne saurais terminer mon intervention sans renouveler mes remerciements au BIT pour l'assistance multiple et multiforme appréciable qu'il ne cesse d'apporter à mon pays et souhaiter plein succès à nos travaux. Il est à noter que cette 109e session, organisée sous le thème « Le travail au temps de la Covid-19 », a été consacrée à la discussion du rapport du directeur général du Bureau international du travail. Son homologue du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, Naha Minthamdi Oulmouknes, a présidé au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien la 4e session de l'Assemblée ordinaire de la Fédération des boulangeries et pâtisseries. Ces assises ont été couronnées, entre autres, par l'élection du nouveau bureau exécutif de la Fédération. Abdullah Damaba nous en dit plus. La session de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération mauritanienne des boulangeries et pâtisseries s'est tenue au niveau des locaux de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM. Au nouveau bureau exécutif et les délégués devant représenter cette structure au congrès de l'UNPM ont été élus au cours des travaux de cette 4e Assemblée générale ordinaire. Madame Naha Minthamdi Oulmouknes, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, a exprimé sa satisfaction pour le travail de cette fédération, particulièrement avec l'avènement du Covid-19. Ainsi, dit-elle, cette organisation s'est déployée pour disponibiliser du pain aux citoyens démunis. Elle a aussi déclaré que le département qu'elle préside compte ouvrir une section dédiée à la boulangerie et pâtisserie à l'École nationale de l'hôtellerie et du tourisme. Le président élu Abderrahmane Ould Sadbou a mis en avant les réalisations du précédent bureau exécutif, particulièrement la participation à l'opération Ramadan en accord avec le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, ce qui a permis, dit-il, de commercialiser 6 000 baguettes de pain aux citoyens à des prix symboliques. Il a par ailleurs rappelé les formations professionnelles qui ont été accomplies dans le domaine de la boulangerie et pâtisserie par le précédent bureau. Nous allons à présent nous rendre à Rosso où se trouvait ce matin le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed, était venu inaugurer le siège du guichet emploi du Trarza. Voici le reportage d'El Haj Abdullahi Din qui nous dira plus sur cette inauguration. L'inauguration de ces guichets d'emploi dans la ville de Rosso entre dans le cadre de la politique gouvernementale visant à absorber le chômage chez les jeunes. Ces guichets commencera bientôt à recevoir les dossiers des demandeurs d'emploi afin de les soumettre aux employeurs du secteur public et privé. Cet événement a été supervisé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Ould Sid Ahmed, en compagnie du wali de la wilaya de Trarza, M. Moulay Ibrahim Ould Moulay Ibrahim. Sur place, le ministre s'est inquiet des missions confiées à ces guichets d'emploi nouvellement créés. Le directeur de l'agence de l'emploi, M. Baytullah Ould Ahmed Leswad, a déclaré que l'objectif de ces guichets est de disponibiliser des données fiables et actualisées au profit des demandeurs d'emploi et des employeurs au niveau de la wilaya de Trarza sur le chômage et les opportunités d'emploi. Une stratégie, dit-il, qui va couvrir toutes les wilayas du pays. De son côté, le maire de la commune de Rosso, M. Bamba Ould Darman, a loué l'ouverture de ces guichets d'emploi. Un acte, indique le maire, qui va aider à organiser et à faciliter le procédure indispensable pour l'accès à l'emploi.
Les représentants de l'Union européenne ont mis en exergue l'importance du partenariat établi entre son institution et le département de l'emploi dans ce cadre. Cette cérémonie que nous célébrons aujourd'hui est en grande partie le fruit d'un partenariat multiforme entre l'Union européenne, Tashghil, et le ministère de l'Emploi, la formation professionnelle. Cet appui multiforme n'est pas une coïncidence car l'accès à l'emploi décent, notamment pour les jeunes, est en effet au cœur des priorités partagées par l'Union européenne et par la Mauritanie. Auparavant, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a mis à profit son séjour à Rosso pour se rendre à l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle afin de constater des visites les différentes formations dispensées par cette école en faveur des jeunes de la wilaya. La visite du ministère dans la ville a été marquée également par la tenue d'une réunion dans les locaux de la wilaya de Trarza. La réunion a regroupé les autorités administratives, les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et les acteurs du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Au cours de cette réunion, le ministre a évoqué la question du manque de compétences et le chômage qui a atteint de nouveau élevé, ce qui pourrait représenter un risque sécuritaire et social. Le ministre a souligné en ce sens que son département dispose d'une stratégie appropriée et il déploie un immense effort pour créer des opportunités d'emploi au profit des jeunes. Et nous restons à Rosso qui était au rendez-vous d'une autre activité diligentée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile en collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU et le Bureau international du travail. Il s'agit d'une table ronde sur l'application de la loi 2015-031 incriminant l'esclavage. Une table ronde a été organisée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile en collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Cette table ronde vise à discuter de différentes thématiques sur l'application de la loi 031-2015 incriminant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedoul Ahmed Salem Oulsidi a indiqué dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion que cette table ronde vise à réaliser un certain nombre d'objectifs parmi lesquels la connaissance du niveau de l'application de la loi 031-2015, l'identification des principaux obstacles qui s'opposent à son application efficace, les débats sur les affaires pendantes devant la justice et au niveau de la police judiciaire. Cette table ronde témoigne de l'intérêt et de la sensibilité que vous portez à la thématique du jour. Il témoigne surtout de l'écho que vous faites de la volonté des autorités de la République islamique de Mauritanie d'éradiquer l'esclavage sous toutes ses formes. Notre bureau saisit cette occasion pour noter les efforts fournis depuis la visite de la rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de l'esclavage en 2009 et de la feuille de route sur l'éradication des séquelles de l'esclavage qui s'en est suivie en 2014 et dont la loi 2015-031 est l'un de ses aboutissements majeurs. Notre tâche aujourd'hui est de discuter des avancées et des défis rencontrés dans la mise en œuvre de la dite loi. Ce travail est d'autant plus d'actualité dans le contexte du suivi des recommandations de l'examen périodique universel, mais également alors que la Mauritanie s'apprête à accueillir en 2022, sur sa propre initiative, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage. Cette table ronde aidera à mieux connaître les progrès réalisés au niveau de l'application judiciaire en ce qui concerne la criminalisation de l'esclavage. Et nous revenons à Nouakchott qui a abrité à son tour ce matin un atelier de formation des présidents de juridiction, procureurs et greffiers en chef des juridictions basées dans la capitale sous le thème Management des juridictions mauritaniennes. La rencontre est organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec l'Union européenne et Expertise France. Abdoulaye Damaba. Cette formation bénéficie aux présidents des juridictions, procureurs et greffiers, chefs de juridiction de la capitale et rentre dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice PARCH. Ainsi, les parties prenantes discuteront du management des juridictions, de la grille d'évaluation et des données juridiques. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould Ahmed Aïda, a précisé que l'objectif principal de cet atelier est d'améliorer le travail des tribunaux, aussi bien du point de vue qualitatif que quantitatif.
Il s'agit ainsi, dit-il, d'améliorer la gestion des ressources humaines, matérielles et de la conduite de l'administration judiciaire pour un développement socio-économique. L'objectif du programme d'appui à la réforme de la justice sont de réformer en profondeur le système judiciaire et pénitentiaire en vue de le rendre plus efficace et plus respectueux des droits humains. Et un deuxième objectif, c'est de promouvoir une justice indépendante, transparente, efficace, crédible, sensible au genre et proche de tous les citoyens. Le PARCH s'articule autour d'une quinzaine d'activités à mettre en œuvre visant l'atteinte de 4 résultats qui sont le renforcement des capacités de pilotage du ministère de la Justice et la mise en œuvre de la politique sectorielle, l'amélioration du fonctionnement de la chaîne pénale et pénitentiaire, l'amélioration de l'accès à la justice et, dernièrement, et également très important, le renforcement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Parmi les thématiques qui ont été élaborées par le secteur de la justice, le management des juridictions est un sujet primordial. Il s'agit de penser le management de juridiction pour rendre une justice de qualité, améliorer le fonctionnement des juridictions et répondre aux attentes non seulement des acteurs judiciaires, mais aussi des justiciables. En effet, le développement d'une culture du management judiciaire permet que les dossiers soient traités et jugés dans de bonnes conditions et dans un délai raisonnable. Cela permet également, à terme, d'inciter les justiciables à agir en justice et de renforcer leur confiance en la justice. Ces rencontres s'étalent sur 4 jours. Le département de la justice, en partenariat avec l'UNICEF, a également organisé un atelier de formation des acteurs de la justice pour mineurs sur les questions liées à la prise en charge des enfants en conflit avec la loi. Emina Mentekhlil. Sont bénéficiaires de cette session de formation sur la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi, des juges, des greffiers, des avocats et des fonctionnaires des centres d'accueil pour mineurs. Les participants à cet atelier suivront des exposés sur le cadre juridique de la justice pour mineurs, l'expérience mauritanienne, les causes de délinquance juvénile et le traitement des affaires criminelles. Le secrétaire général du ministère de la Justice a affirmé que la Mauritanie dispose de l'un des meilleurs systèmes de justice pour mineurs qui a mis en place un organe administratif destiné à superviser l'opération judiciaire. Cet organe est la Direction de protection judiciaire pour mineurs. La direction travaille avec une équipe intégrale afin de garantir les droits fondamentaux des mineurs en conflit avec la loi lors de toutes les étapes du procès. De son côté, le représentant de l'UNICEF a insisté sur l'importance d'apporter un soutien constructif aux mineurs et de prioriser leur réinsertion sociale de manière à briser le cercle criminel vicieux dans lequel ils peuvent se retrouver s'ils restent sans assistance sociale et sans protection. Je saisis l'opportunité de ma présence aujourd'hui parmi vous pour saluer les efforts du ministère de la Justice pour la décentralisation et pour la mise en place de structures spécialisées telles que les brigades spéciales des mineurs, le tribunal pour enfants, les cours criminelles et les cours d'appel pour enfants. En outre, des actions ont été mises en œuvre pour renforcer les capacités des acteurs de la justice pour mineurs, offrir un accompagnement aux enfants placés dans les CARSEC ou dans le centre fermé pour mineurs, afin de préparer leur retour dans leur famille et leur réinsertion sociale dans leur communauté. Notre atelier aujourd'hui est aussi l'opportunité de construire sur les travaux menés la semaine dernière dans le cadre des journées de réflexion sur les mesures alternatives à la détention. Cette session de formation vise à éclairer les participants sur les lois liées au mécanisme de prise en charge de mineurs en conflit avec la loi. Cette série de formations pour les acteurs de la justice juvénile. Dans les 3 jours, on va suivre des exposés sur les médiations pénales, sur le cause de délinquance juvénile, expérience de la Mauritanie, et aussi sur les différentes étapes de suivi des enfants en conflit avec la loi à partir de la police, les tribunaux et les centres. Cet exposé va présenter par des experts nationaux qui ont d'expérience dans le domaine de la justice juvénile, et espérant que les différents participants, quels que soient magistrats, greffiers ou assistants sociaux, vont bénéficier des différents exposés qu'il va présenter. Et espérons aussi à la fin de voir des recommandations fiables et claires. Et notre département prend l'engagement
pour l'application et le suivi de différentes recommandations concernant la justice juvénile. Et dans ce cadre, je rappelle que la justice juvénile pour la Mauritanie jusqu'à présent, les témoignages de différents partenaires, c'est un exemple dans le domaine de la justice pour les mineurs dans les sous-régions. Les exposés théoriques et les travaux pratiques contribueront à l'enrichissement des expériences professionnelles relatives aux enfants en conflit avec la loi. Ils contribueront au renforcement des capacités des acteurs du domaine dans les 3 wilayas de Nouakchott. Autre atelier organisé ce matin dans la capitale, celui du secrétariat exécutif du G5 Sahel en collaboration avec le projet de coopération entre le système sécuritaire relevant de la coopération allemande. Cette rencontre vise à faire l'évaluation des activités sécuritaires programmées, des obstacles qui se dressent devant leur réalisation. Bokar Bailaba. Les forces de l'ordre des États membres du G5 Sahel coopèrent sur une base transnationale afin de juguler ensemble les menaces sécuritaires régionales et d'établir le monopole étatique légitime du pouvoir. Ainsi, l'objectif de la rencontre de Nouakchott est de faire le bilan à mi-parcours de l'état de mise en œuvre des activités du régiment de commando parachutiste du G5 Sahel, phase 2. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous bonne arrivée et plein succès à vos travaux. Et en l'absence de mon directeur général, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de mi-parcours de la coopération G5 Sahel GIZ, au cours duquel nous allons voir ensemble ce qui jusque-là a été fait et ce qui doit être fait à l'avenir. Le projet aide les autorités policières nationales des États membres du G5 Sahel ainsi que le secrétariat exécutif du G5 Sahel à faire avancer la coopération policière transfrontalière. Et en vue d'une meilleure formation des forces de police, des modules adaptés de formation initiale et continue répondant aux normes internationales doivent être élaborés et appliqués. Cette tribune de 2 jours nous offre donc l'opportunité de passer en revue l'ensemble des activités planifiées en 2019, de porter un regard critique sur les activités réalisées, tout en relevant les difficultés rencontrées, notamment sur la question de la Covid-19, et d'évaluer les activités non réalisées au regard du temps imparti. Cet exercice, qui appelle la participation attentive de tous et de chacun, permettra de garantir l'atteinte des objectifs assignés au présent atelier. Pour rappel, la coopération allemande GIZ promeut des processus de réforme de la police en Afrique sur commande du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Nous allons à présent parler de la vaccination anti-Covid qui se déroule à l'hôpital militaire de campagne relevant de la Direction générale de la santé de l'état-major général des armées, hôpital installé au stade Cheikha Ould Bouidia. Cette structure effectue 150 vaccinations par jour et a déjà vacciné 3050 personnes. S'agissant de la circulation du virus, il a infecté ces dernières 24 heures, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, 42 personnes, tandis que 57 autres en sont guéris. L'hivernage commence à se manifester. Quelques averses sont tombées la veille sur quelques localités de l'Est et du Sud. Je vous invite donc à suivre ces quantités. Ces derniers jours, notre pays a connu une vague de chaleur qui a occasionné de pluies dans différentes régions du pays.
Ce citoyen a indiqué qu'il vient de Zouéret où il faisait très chaud, mais la pluie qui s'y est abattue sur la ville a fait chuter la température. Cet autre a indiqué que la semaine passée, il y avait de la poussière et il faisait très chaud, mais cette semaine, le climat est bon. L'Office national de météorologie prévoit une baisse des températures sur l'ensemble du territoire national au cours des prochains jours. Le directeur de l'Office national de météorologie, M. Sidioul Mohamed Lemine, a indiqué que les prévisions du mois d'avril prévoyaient un retard de la saison des pluies dans les régions ouest du pays, tandis que dans les régions de l'est, les tendances seront moyennes ou importantes. Les prévisions météorologiques à court et long terme aident à faire face aux défis climatiques et à prévenir et alerter précocement les risques. Merci beaucoup, Hourou. C'était donc des prévisions. Justement, nous allons en parler. Des prévisions pour un bon hivernage sont dans l'ensemble optimistes et c'est tant mieux pour notre pays qui a une grande vocation agro-pastorale, les Mauritaniens étant de gros consommateurs de lait et de viande. Justement, à propos de la viande, le ministère de l'Élevage entreprend présentement une série de mesures destinées à l'amélioration des conditions d'hygiène, d'abattage et de distribution de cette denrée. L'objectif étant de garantir la salubrité de la viande sur les marchés et les étalages nationaux. Aussi, le ministère recommande-t-il à l'ensemble des parties prenantes de collaborer avec ses services techniques pour l'application de la réglementation en vigueur. Et pour plus d'informations sur ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau M. Baba Doumbia, directeur des services vétérinaires au ministère de l'Élevage. Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Concrètement, votre département, qu'est-ce qu'il entreprend pour garantir de meilleures conditions d'abattage? Merci, madame. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour éclairer votre spectateur sur les dispositions qui sont prises par les départements dans le cadre de l'inspection, de façon générale, l'inspection des viandes, qui est une fonction régalienne qui revient à l'État. Par rapport aux dispositions, donc, sous la supervision du ministre et sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Élevage, les différentes structures concernées par l'inspection des viandes s'attellent depuis quelques jours donc, à améliorer d'abord l'offre de services, c'est-à-dire relative à l'inspection des viandes. Oui. Donc, parmi les dispositions qui ont été prises, donc, on peut citer l'assainissement d'abord de l'abattoir, mais on peut parler aussi de l'amélioration des conditions de salubrité des dalles servant donc, de lieu d'abattage des animaux. Mais aussi, Michel le ministre a surtout insisté, donc, et ça c'est en présence ce matin de nos partenaires, c'est-à-dire la corporation des bouchers, sur le respect des textes réglementaires. Et vous savez, cette activité est réglementée. Quand on parle d'inspection des viandes, il y a deux phases. Il y a une phase avant abattage. Et là, je vous rappelle que ces animaux sont inspectés donc, pour éviter éventuellement des maladies, qu'un animal malade ne soit abattu. Ne soit abattu, oui. Et ces animaux sont parqués dans un parc fermé pour attendre le lendemain afin qu'ils soient abattus. Et éventuellement, donc l'inspection post-mortem, c'est-à-dire après abattage, où tous les organes éventuellement sont inspectés pour relever, détecter d'éventuelles lésions qui sont propres à certaines maladies. Et ça, je crois que l'objectif ici, il faut le rappeler, c'est pour garantir la santé et surtout le bien-être des consommateurs. Et ça, c'est parmi les dispositions. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc l'assainissement, la salubrité des dalles de l'abattoir même, c'est-à-dire de l'espace servant de l'abattage des animaux, mais aussi de respect, donc l'implication de toutes les parties prenantes, que ce soit la corporation des bouchers, justement, les autorités administratives. C'est l'objet de ma deuxième question. Oui. Quel est le rôle attendu par les parties prenantes? Parce que nous savons que c'est toute une chaîne qui est impliquée dans la distribution, surtout de la viande rouge. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, donc, cette activité est réglementée par les textes. Donc on est tenu à respecter les textes appliqués. De respecter d'abord les textes. Il faut les respecter. Ouais. Et je crois que toutes les parties prenantes ont des rôles qui leur sont dévolus par la législation, par la réglementation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Michel le ministre a rappelé aux participants ce matin, à l'ensemble, leur implication et surtout leur participation à l'effort
qui est entrepris par le département depuis un certain moment, depuis quelques jours, sur le respect des tests, des dispositions, que ce soit en termes de respect des heures d'abattage, mais aussi du respect des zones, des périodes de clôture où l'abattage est fermé, c'est-à-dire l'abattoir est fermé, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours dans la semaine où on n'abat pas. Ça permet à la société gérante d'assainir l'abattoir. Mais ça, c'est ce qui n'exclut pas, mais qu'en dehors 2 heures d'abattage, c'est-à-dire qu'au niveau des grands ruminants, de 8 heures, de minuit à 8 heures du matin, les gens abattent, mais entre 8 heures et 10 heures, l'abattoir est fermé pour qu'il soit nettoyé et désinfecté. Puisqu'à partir de 10 heures, donc, il est ouvert à l'abattage familial qui est destiné donc, aux familles pour des raisons qui leur sont propres. Donc ils viennent abattre leur propre aliment au lieu que ça se fait ailleurs. Mais est-ce que cette mesure sera généralisée sur l'ensemble du territoire mauritanien ou c'est juste à Nouakchott? Vous savez, les textes sont applicables à tout le monde, hein, donc c'est pour l'ensemble du territoire. Moi je parle de l'application. L'application, effectivement, c'est pour l'ensemble du territoire. Pour l'ensemble du territoire. Un dernier mot, M. Doumbia? Dernier mot, donc là j'appelle l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la corporation de bouchers, mais l'administration aussi, mais les autorités de sécurité, puisque le personnel en charge de la fonction régalienne qui effectue l'inspection des viandes, donc ne peut pas travailler s'il y a des problèmes de sécurité. Et surtout qu'on puisse assurer leur sécurité sur site, puisqu'il leur arrive de saisir. Et là, il y va de leur responsabilité, puisqu'il va de la santé du consommateur aussi. Et je crois que l'autorité administrative et l'autorité sécuritaire, quand même, doivent pouvoir protéger et aider le technicien à faire son travail dans les meilleures conditions. Afin qu'une viande saine et de qualité soit proposée au niveau des étals aux consommateurs. Merci beaucoup. En tout cas, il y va de notre santé et de l'intérêt de tous. Merci beaucoup à M. Baba Doumbia, directeur des services vétérinaires au ministère de l'Élevage, d'avoir répondu à nos questions, mais également d'avoir apporté des éclaircissements sur les mesures récemment prises par le département pour garantir de meilleures conditions d'abattage au niveau du pays. Et nous clôturons ce journal par un dernier retour à Rosso, qui a abrité aujourd'hui un atelier sur le renforcement des bases institutionnelles de la charte pastorale, atelier organisé par le projet régional d'appui au système pastoral du littoral au profit des représentants des associations agricoles des Moukata'a de Mederdre, Kermassen et Rosso. Les participants à cette rencontre de 2 jours suivront un ensemble de présentations liées au renforcement des bases institutionnelles de la charte pastorale et de la gestion des ressources naturelles dans les communes concernées par l'intervention du projet. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Premier ministre préside la réunion du comité interministériel chargé du suivi régulier de la mise en œuvre du programme élargi du président de la République. Dans ce journal, vous avez suivi l'adoption du projet de loi portant un règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2019, mais également de la loi relative aux services et moyens de paiement électronique. Vous avez également suivi la visite que le ministre de la Santé a effectuée à l'équipe de cardiologues saoudiens installés au Centre national de cardiologie. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie de Teslim Mentotaki. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, s'il plaît à Dieu.